Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron devrait aboutir à un projet de loi au printemps prochain. En attendant, la discussion fait rage. Le métro était paralysé vendredi dernier par la grève. Lundi, c'était au tour des avocats de se mobiliser. Samedi prochain, c'est le syndicat Force ouvrière qui appelle à manifester dans tout le pays. Et le 24 septembre, ce sera la CGT et Sudrail. D'ici la fin du mois, Emmanuel Macron lancera une grande concertation citoyenne sur le sujet. Le but, assurer un retour à l'équilibre du régime des retraites d'ici 2025. Alors pour en débattre, nous avons invité Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, ancien membre du bureau national du Parti socialiste. Vous êtes l'auteur de Macron ou la casse sociale aux éditions de l'Archipel. Vous êtes contre cette réforme des retraites, Gérard Filoche ? Oui, les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Et moi, j'aime bien que les salariés puissent avoir une vie après le travail et pas aller directement au tombeau, comme M. Macron nous le propose. Virginie Pradel, vous êtes avocate fiscaliste de formation. Vous avez fondé en 2018 l'Institut de recherche fiscale et économique. Et il s'appelle Vauban, votre institut, oui. Dont l'objectif est de vulgariser la fiscalité auprès de la population française. Votre premier livre, Impômania, sous-titré L'absurdité française, vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes plutôt favorable à cette réforme des retraites ? Oui, alors moi je suis favorable à une grande réforme des retraites parce que le système est insoutenable et tout le monde le sait, et ce depuis plusieurs décennies. Cela étant, j'apporterai des nuances à la réforme qui est envisagée par le gouvernement parce que pour moi elle pèche sur certains points. Mais la dynamique est la bonne, il faut réformer ce régime. Alors, vous venez de le dire, le régime est insoutenable. Est-ce qu'il est vraiment insoutenable, le régime des retraites, tel que nous le connaissons ? Je crois qu'il a 70 ans maintenant. Ce qui est insoutenable, c'est qu'on ait déjà trop allongé les retraites. Il fallait rester à 60 ans. Parce que maintenant, le taux d'absentéisme au travail augmente, et c'est évidemment dans ces âges-là. Et deuxièmement, l'espérance de vie en bonne santé. C'est ce qui compte, c'est en bonne santé. C'est entre 64 et 63 ans. Et depuis qu'on a retardé les départs en retraite, l'espérance de vie en bonne santé baisse. Et donc, je pense que ce qui est insoutenable, c'est de prolonger encore plus les retraites. Il faudrait, écouter, quand on a 55 ans dans le bâtiment, si on a regardé un ouvrier avec devant sa brouette, il faudrait qu'il s'arrête. Et là, il n'y a pas de mesure prise pour la retraite à 55 ans dans le bâtiment. C'est dans ce sens-là que je vois le progrès, moi. Je ne pars pas des comptabilités. Je pars des besoins des humains. Vous pensez à la comptabilité, Virginie Pradel ? Non, mais je ne pense pas qu'à la comptabilité, mais à un moment, il faut payer. Et malheureusement, quand il faut payer, il faut regarder ce qu'il y a dans les caisses. La France n'a jamais été aussi riche. La France n'a jamais été aussi riche, monsieur. C'est quand même pas l'avis de tous les gens qui sont surtaxés pour financer ce fameux régime de retraite, qui est quand même le premier poste de dépense de l'État. Ça coûte quand même plus de 300 milliards d'euros chaque année. On consacre près de 14% de notre richesse nationale à payer des retraites. C'est beaucoup plus qu'en Allemagne. C'est pas le budget de l'État, c'est le budget de la protection sociale. Non mais écoutez, c'est quand même Pourquoi financé... vous parlez du budget de l'État alors que c'est le budget de la protection sociale ? Non mais écoutez, c'est financé pour partie par le contribuable. Non, c'est financé par les cotisations sociales, madame. Les cotisations sociales ne sont pas un impôt. Les cotisations, ça reste des prélèvements. Quand vous parlez des cotisations patronales, pour moi, c'est l'équivalent d'un impôt. Mais attendez, on n'a pas le choix, on est bien obligé de le payer. Oui, voilà, je suis d'accord, mais il faut s'entendre sur ce qu'on dit, parce que on nous dit toujours il y a des prélèvements obligatoires, 57%. C'est faux. Ça, c'est la vulgate libérale. Parce qu'il y a 3 budgets en France. Il y a le budget de l'État, c'est 413 milliards en 2019. Il y a le budget de la protection sociale, on a 498 milliards. Et il y a le budget des collectivités territoriales avec 230 milliards. La particularité de nos cotisations sociales, c'est qu'elles sont préaffectées pour les retraites, la santé et tous les... Voilà, préaffectés. Et donc, là, c'est ça dont on parle. Or, le budget, aujourd'hui, est en équilibre. Pourquoi nous embête-t-on ? Ce qui est en déséquilibre, c'est le budget de l'État. Ça, je sais bien, puisque les recettes ont été baissées, les impôts ont été baissés considérablement. Mais le budget de la protection sociale est équilibré. Il est équilibré pour vous ? Il n'est pas totalement équilibré. Et en plus, on sait pertinemment... S'il n'est pas équilibré, de combien ? Quelques milliards ? Écoutez, oui, mais quelques milliards, sur c'est 498. Non, mais c'est quand même on va pas faire le difficile. Et on sait très bien qu'il y a une évolution démographique et une évolution du durée de la vie, clairement, les gens vont vivre de plus en plus longtemps. On le sait, alors pas forcément tous en très bonne santé, comme vous l'avez souligné, mais
il y a quand même un problème. Aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas à la retraite 5-6 ans. Ils sont à la retraite presque 20, 30 ans et peut-être 40 ou 50 ans dans les prochaines années. On ne peut plus continuer de partir à la retraite comme il y a 20 ou 30 ans où l'espérance de vie était moindre. Enfin, il faut quand même, et il ne faut pas oublier que le fait de partir tôt à la retraite pèse énormément sur les actifs. Aujourd'hui, les gilets jaunes, etc., c'est une population qui est énormément prélevée. Eux, ils ne font pas la différence entre l'impôt sur le revenu, la CSG, la cotisation vieillesse, etc. Mais nous, on doit le faire. On est des gens sérieux, on doit le faire. Mais écoutez, un prélèvement, vous avez des cotisations. Des cotisations, on sait très bien que ça vous donne droit à quelque chose. Donc à une retraite, comme vous aviez. C'est pas l'impôt, c'est préaffecté. C'est préaffecté. Mais reste que c'est quand même déduit du salaire ou de la rémunération. Sans qu'on ait le choix. Sans qu'on ait le choix. Mais enfin, c'est comme l'assurance automobile. Vous êtes obligé de la payer sans que vous ayez le choix. Ah si, j'ai le choix de ne pas avoir d'automobile. Oui, ça c'est autre chose. Mais sur le plan de l'assurance maladie, tout ça, c'est les cotisations. Là, c'est un prélèvement volontaire sur le salaire, une mutualisation depuis 1945. Et c'est ça qui fait qu'on a une bonne protection sociale. D'ailleurs, si elle baisse, c'est parce que les cotisations ont été un peu bloquées, de même que les salaires. Mais que les patrons payent la protection sociale, c'est normal. C'est le système bismarckien, on n'est pas dans le système de Beveridge et anglo-saxon. Donc c'est la part que les patrons payent pour que vous ayez de la santé, des logements, d'occuper de vos enfants, des accidents du travail, du chômage et de la retraite, c'est une part qui est indissociable du travail. Macron veut dissocier ça. Mais c'est une part qui est indissociable. C'est cette part-là qui est en cause aujourd'hui. Et je le redis, le budget de l'an global de notre protection sociale, ils ont tellement serré la vis qu'il est équilibré à quelques milliards près. Les gens ont l'habitude d'entendre parler du trou de la Sécu. Il n'y a pas de trou de la Sécu. Voilà, il n'y en a pas. Voilà. Désolé, mais aujourd'hui, c'est tellement serré qu'il n'y en a pas. Pour vous, il y a... pour vous, il n'y a pas quelques dizaines de milliards d'euros. À la différence de tous les libéraux, moi, je ne compte pas les 3 budgets sur le même plan. Parce qu'en dessous de 100 milliards, en fait, ça va. C'est presque à l'équilibre. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que le budget de la protection sociale, n'étant pas le budget de l'État ni celui des collectivités publiques, on ne peut pas... Vous savez, même dans la dette présumée du pays, la part du budget de la protection sociale a généré à peu près 10%. La part des collectivités territoriales, 11,5%. Et la part de la dette générée par l'État, 78,5%. À cause de la baisse des recettes, c'est-à-dire de la baisse des impôts. Parce que si on avait gardé le taux d'imposition de 99, celui de Lionel Jospin, on n'aurait pas de dette. Ça a été calculé, on n'avait pas de dette. Donc la dette a été artificiellement créée par la baisse des impôts des multinationales, par la baisse des impôts type ISF, par la baisse des impôts sur les riches et la baisse de la progressivité de l'impôt. Et donc là, on a une dette présumée à cause de ça. C'est quand même réducteur. On est le pays de l'OCDE qui taxe le plus. On a quand même un... Est-ce que vous mélangez les torchons et les serviettes? Mais non, mais c'est la même chose, monsieur. La cotisation sociale, c'est du salaire. C'est du salaire, c'est pas une taxe. C'est du salaire différé, mais quand vous parlez, par exemple, tout à l'heure, vous disiez... avez dit salaire différé. Mais écoutez, tout à l'heure, vous disiez, c'est tout à fait normal que les patrons cotisent. Enfin, je suis désolée, nous avons les cotisations patronales vieillesse les plus élevées de l'Union européenne. Enfin, il n'y a qu'en France que ces cotisations sont aussi élevées. En fait, c'est une énorme hypocrisie. En fait, on ment aux salariés. Vous savez, un salarié ne comprend pas ce qu'est un revenu extra-brut, ce que nous, on appelle les revenus extra-bruts. Revenu extra-brut, c'est votre salaire net, plus les cotisations salariales, plus les cotisations patronales. Celles qui n'apparaissent pas sur notre... C'est le vrai salaire. En fait, elles sont affichées, mais moi, j'ai utilisé une image qui veut dire qu'en fait, elles sont invisibles, parce que quand on parle de versement total employeur, personne ne comprend, personne ne te dit c'est un salaire extra brut. C'est pour ça que j'ai utilisé cette image d'invisible. En fait, on les mentionne vraiment pour le folklore. Personne ne comprend qu'en fait, toutes ces cotisations patronales sont supportées économiquement par le salarié. Pourquoi? Parce que ces cotisations patronales viennent diminuer les salaires, bien entendu. On a des salaires qui sont plus faibles que dans d'autres pays. Quand vous regardez le salaire moyen, et ça, c'est des données de l'OCDE, le salaire moyen français est assez faible par rapport au salaire moyen allemand, au salaire moyen aux Pays-Bas, en Irlande. Donc en fait, tout ça, ça pèse sur les salariés. Mais néanmoins, il est mieux payé par son employeur. Enfin, du moins, il coûte plus cher à son employeur que le même salarié en Allemagne ou aux Pays-Bas. Non, oui, ça, c'est pas vrai. Non, ça c'est pas. Monsieur, c'est des données OCDE. On va prendre les choses simplement. D'habitude, les économistes disent les charges sociales. Ça n'existe pas, les charges sociales. C'est une partie du salaire. Là-dessus, on partage. Il y a un salaire brut et un salaire super brut. La totalité du salaire, elle est tout à fait comparable aux autres pays, le salaire brut. M'excuse,
Écoutez, allez regarder Voilà, je vous le fais, rapport la France de est dans la l'OCDE. moyenne, et même souvent elle est plus bas qu'une partie des pays scandinaves, etc. Cela dit, je vous propose de continuer. les pays scandinaves ont aussi... L'affaire du salaire brut est importante parce que ça appartient aux salariés. Ouais. Ça appartient pas aux banques, ça appartient pas au patron. Le patron est obligé de payer la protection sociale et le salaire brut, c'est pas quelque chose qui est invisible. Parce que c'est pas quelque chose madame, qui est très quand on va à concret. l'hôpital, c'est grâce à notre salaire brut. Quand on a une retraite, c'est grâce à notre salaire brut. Quand on a un accident du travail, on est réparé, c'est grâce à notre salaire brut. Il y a 1% logement, c'est grâce à notre salaire brut. Le salaire brut, c'est pas une charge, c'est un bonheur. C'est ce qu'il y a de plus beau dans notre pays. C'est vous qui voyez ça comme un bonheur, mais quand vous voyez la succession des révoltes, excusez-moi de vous couper, vous voyez les gilets jaunes, je ne peux pas accepter votre excusez-moi. terme que c'est invisible. Mais C'est la les gens partie ne la le plus comprennent belle pas. que nous avons. Je sur la vous protection interromps, sociale. avançons sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron veut un système par points qui assurerait les mêmes droits pour chacun, pour chaque euro cotisé. Est-ce que c'est une bonne piste pour vous, Virginie Pradel? Il y a une obsession de l'universalisme chez Emmanuel Macron. L'année dernière, c'était le chômage universel pour tous, donc même pour les indépendants qui n'ont rien demandé et qui se sont toujours vus comme leur propre assurance. Alors je mets à part certains indépendants qui sont dans un état de précarité, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire quelque chose pour eux, mais il y a beaucoup d'indépendants, et j'en ai fait partie, des avocats, etc., qui ne demandent rien à personne, qui sont très contents de très peu cotiser. Ça leur permet d'avoir une rémunération supérieure, d'investir dans l'immobilier, enfin de créer leur propre assurance. Voilà. Donc, moi, je voudrais partir des droits des humains. Je suis d'accord avec vous. alors, Il faut que ça soit universel. Parce que c'est pas la même chose pour une aide-soignante, pour quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, pour le prof, pour les boueurs, pour le danseur. Il y a des cas particuliers, ça c'est sûr, il y a des cas particuliers. Il n'y a que des cas particuliers. En France, il n'y a que des régimes spéciaux, d'ailleurs. Non. Enfin, il y a... Il y a 42 régimes spéciaux. Ne concernent que 3% des salariés. Oui, donc ils sont marginaux, en fait. Oui, marginaux. mais ils sont nombreux. Voilà. 42, mais marginaux. Il faut bien c'est ce que Emmanuel Macron voudrait. Oui, mais souvent, c'est ça qui est présenté pour la nécessité de la réforme, comme si c'était l'égalité. Mais en fait, moi, je récuse l'expression régimes spéciaux, comme je récuse celle de charges sociales. Moi, c'est des conventions collectives. Elles ont été négociées dans un certain nombre de métiers et de branches pour compenser des nuisances. C'est ce qu'il faut comprendre pour les salariés de la RATP. Mais je prends toujours l'exemple, moi, des danseurs du ballet de l'Opéra de Paris. Ils ont la retraite à 45 ans parce qu'il est difficile de faire des pointes après 45 ans. Donc, c'est un aménagement dû à leur métier. Mais c'est pareil pour les égoutiers. Leur espérance de vie est à 58 ans. Ils peuvent partir en retraite vers 50 ans. Alors, on peut présenter de deux façons les choses. C'est un avantage odieux. Heureusement qu'ils ont cet avantage. Et les conventions collectives sont là pour compenser des inégalités qu'il existe entre les métiers. Vous savez, une femme de ménage, ou bien une aide-soignante. Ma mère était aide-soignante, ma femme était infirmière. À partir de 55 ans, vous ne retournez pas quelqu'un dans le lit de la même façon. Un prof, pour prendre les profs, si vous êtes à 62 ans, 63 ans, au bout de 40e année, vous faites votre rentrée scolaire. Vous voyez l'écart avec les mômes? Quand vous avez 60 ans, 40 ans de plus que les mômes. Est-ce que c'est bien raisonnable de faire continuer des profs jusqu'à cet âge-là? Alors, je reviens aussi sur le cas du bâtiment. Parce que on a pratiquement 300 morts dans le bâtiment chaque année, et 4500 handicapés, il y a 1 300 000 ouvriers dans le bâtiment. La retraite devrait être à 55 ans, et ils l'ont pas. Et alors, avec le raisonnement Macron, ils l'auront jamais. Et Macron a surtout fait une erreur grave. Un jour, il a dit qu'il voulait séparer le mot pénibilité du mot travail. Mais il a jamais bossé pour faire ça. Parce que la pénibilité est affectée à quantité de métiers, pénibilité physique et pénibilité mentale. Et moi, je pars des besoins des humains dans notre société. Je pars, encore une fois, pas des exigences comptables des libéraux. Et donc, moi, je suis pour qu'on revienne à la retraite à 60 ans, et avec, dans les branches où c'est très dur, les possibilités à 55 ans. Et donc, après, comment on paye? On garde ça pour le débat suivant. Mais les premiers besoins, l'universalisme, c'est de corriger les inégalités. Et c'est grâce aux conventions collectives qu'on les corrige. Macron veut les sauter, donc il va les aggraver, en fait. Écoutez, moi, je suis pour la suppression des régimes spéciaux. Enfin, il y a quand même beaucoup de régimes spéciaux. Alors, peut-être pas celui du ballet de Paris, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus... Ils n'ont pas le choix, en plus. On les met la retraite à 40... Voilà, exactement. Mais 44. Excusez-moi, ce qui concerne... Ils ne sont pas visés par la réforme comme les policiers, parce que c'est des... Ils ont un régime spécial.
Oui, parce que c'est dangereux. Oui, mais alors, je pense qu'il faut dissocier. Alors, c'est vrai qu'il faut dissocier entre les régimes spéciaux qui sont justifiés et ceux qui sont devenus injustifiés. Ces régimes spéciaux ont été créés il y a des décennies. Je suis désolée, les personnes qui travaillent à la RATP aujourd'hui ne travaillent pas dans les mêmes conditions qu'il y a 80 ans. Hein, et le monde a quand même évolué. Je suis désolée, comment vous voulez expliquer à un Français qui part à la retraite en moyenne à 63 ans, pourquoi qu'une personne de la RATP va partir quasiment une décennie en avance? Je vous l'expliquer, ma fille travaille à la RATP. Elle arrive à 5h30 le matin pour ouvrir. Mais moi aussi, je commence à travailler à 5h30. 5h30 du matin. Elle reste enfermée dans une cage, elle ne voit pas l'air, etc., jusqu'à 12h30. Et ensuite, c'est en 3-8. La même façon, pour ceux, elle espère devenir conductrice. Peut-être elle y arrivera. Mais si elle est conductrice, elle va être dans les tunnels tout le temps. Et évidemment que c'est une fatigue et une charge spécifique du point de vue physique et mental. Parce qu'il faut être en vigilance constante. Et donc, en vérité, ce qui a été négocié, c'est qu'il y a une contrepartie à ça. Parce que c'est la même façon, on dit toujours pour les conducteurs de train. Mais ils ont des plannings sur 3 semaines. Moi, il se trouve que quand j'étais jeune, j'ai conduit les trains pendant 8 mois seulement, mais on me donnait un planning, j'étais en pleine forme, j'avais 19 ans. On me donnait un planning sur 3 semaines. 2h du matin, 5h, 7h, voilà. Mais à la fin, j'étais crevé. Et j'avais que 19 ans. Et quand on fait ça toute la vie pendant 30 ans, même si vous êtes à la tête d'un TGV Paris-Marseille et retour, même le passager est fatigué. Alors le gars qui est en tête et qui le fait 3 fois, il est fatigué. Donc on a négocié des compensations. C'est ce que j'expliquais avant. C'est-à-dire des conventions collectives qui compensent les nuisances et les exigences du travail. C'est bien, non? Non, monsieur, parce qu'il y a aussi beaucoup de salariés qui ne profitent pas de cet avantage et qui sont soumis à un stress intense, qui sont soumis à des conditions... J'étais pour les étendre dans le bâtiment. Mais il n'y a pas que le bâtiment et il n'y a pas que la RATP en France. Le bâtiment. Il y a les avocats aussi, on a vu les avocats. Il y a les avocats, excusez-moi, les professions indépendantes qui travaillent en général 2 fois plus, qui travaillent énormément. Les avocats travaillent en général 70 heures par semaine, subissent un stress intense. Les indépendants, il faut quand même le souligner, n'ont aucune protection. Ils n'ont pas le chômage, ils n'ont rien. Je respecte les indépendants. On peut en parler après si vous voulez. Mais en tout cas, pour revenir au cas des salariés, je suis désolée. Le cas des salariés, c'est qu'il y a des salariés qui sont dans une situation ultra stressante. Le stress, ce n'est pas que d'être dans un tunnel, c'est subir des directives, travailler sur un poste informatique avec une fatigue visuelle, avec tout un tas de considérations qui vont faire que votre métier va être beaucoup plus pénible qu'à la RATP. Prenons des choses concrètes. On a l'impression que la RATP... La restauration. Vous avez 1 100 000 salariés de la restauration. C'est là où il y a les durées du travail les plus longues, le turnover le plus fréquent, la précarité la plus grande, les salaires les plus bas, les conventions collectives les plus faibles, vous avez le moins de taux syndical, et c'est pas dû à la mondialisation, hein. C'est des patrons français de chez français, hein. Il n'y a pas de concurrence internationale là. Et ben pourtant, les gens, ils ont du mal, ils ont des phlébites, ils ont des maladies professionnelles. Vous savez très bien que c'est très dur de rester, mais même si vous êtes garçon de café, si vous êtes serveur, etc., jusqu'à 55 ans ou 60 ans. Vous pouvez évoluer professionnellement, monsieur, ça aussi, il faut le souligner. Vous n'êtes pas obligé de faire le... Je suis sûr que les 1 300 000 salariés de la restauration, ils évoluent professionnellement tous les ans, bien sûr. C'est comme quand vous prenez le cas des infirmières. Enfin, excusez-moi, les infirmières ne sont pas toujours au chevet des patients. Il est possible d'évoluer dans les services administratifs. Il est possible de faire autre chose, d'encadrer des infirmières. Enfin, je suis désolée, les infirmières... On a 350 centres d'urgence. Et depuis en ce moment en grève depuis 3 mois pour vous expliquer le contraire. Les infirmières, il y a un manque de les personnel, infirmières, elles courent. Elles ne peuvent pas s'occuper des malades. Mais c'est parce qu'elles font des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées. Et là, je pense qu'on va être d'accord, c'est un scandale absolu. Rappelons que l'État est le pire employeur de France, c'est le seul qui rémunère. Parce que Mme Buzyn, l'année dernière, a enlevé 950 millions et qu'elle propose de nous en rendre 750 millions et est allée sur... Écoutez, là, sur ce point-là, je ne suis pas en désaccord avec vous. Je trouve que le traitement, on a souvent tendance à mettre les fonctionnaires dans le même panier et à dire « Ouh là là, les fonctionnaires travaillent moins », alors qu'en réalité, il y a d'énormes divergences. Il y a des fonctionnaires privilégiés, on le sait tous, ils sont dans les ministères. Et il y a les fonctionnaires qui subissent vraiment un traitement que je trouve infâme, donc les policiers, les infirmières, toutes ces personnes accumulant un nombre d'heures supplémentaires totalement aberrant, et c'est pour ça qu'elles sont fatiguées, pas parce qu'elles font des piqûres, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus fatigant, c'est parce qu'elles travaillent trop, qu'elles ne sont même pas rémunérées pour le faire, et que l'État est un voyou. N'importe quel patron qui ferait ça serait tout de suite assigné devant les prud'hommes. Madame, ça a à voir avec l'âge de la retraite. Essayez de faire une piqûre quand vous avez 58 ans, mais vous pouvez faire autre chose, vous pouvez encadrer. Même avec vos lunettes, vous ne trompez pas dans la veine, hein. Parce que moi, je suis pour la retraite à 55 ans, dans ces métiers. Il y a trop de risques et trop de vie en jeu.
Alors, vous venez de dire que l'État est un très mauvais employeur. Si j'ai bien compris, le système des retraites, notre futur système de retraite va être entièrement entre les mains de l'État. Oui, mais ce qui est extrêmement dangereux, ça, c'est la réforme. C'est extrêmement dangereux. On voit bien que l'idée de cette réforme, c'est quand même d'évacuer les partenaires sociaux. Les syndicats. Voilà, les syndicats. Mais en fait, moi, c'est une réforme que je trouve terrifiante parce que l'universalisme, de manière générale, que ce soit pour le chômage ou pour la retraite, l'idée... L'universalisme, encore une fois, c'est que tout le monde ait le même régime de retraite. L'idée, c'est que tout le monde aura le même taux de Tout le monde aura le même taux de cotisation. Plus égalitaire, justement, c'est le but. Non, mais l'égalité, mais c'est comme la solidarité. Si on vous dit quelque chose de plus solidaire, mais ça veut rien dire. Enfin, c'est un peu, c'est une tarte à la crème. On dit c'est plus solidaire pour faire culpabiliser les gens qui s'opposeraient à la réforme. Mais ce qui est très intéressant dans cette réforme, c'est que on veut que le taux de cotisation soit unique. Donc le taux de cotisation devrait passer à 28% pour tout le monde. Si on prend le cas des avocats, les avocats sont actuellement à 14%. D'accord, ils n'ont pas la part patronale. Et leur régime est équilibré, il fonctionne très bien. Le régime est équilibré, il est excédentaire. C'est une caisse, donc c'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome. Donc il ne coûte rien aux contribuables, contrairement aux régimes spéciaux, là qui coûtent des centaines de millions d'euros, aux contribuables. Ce qui est une honte. Et là, on peut dire que il y a vraiment un intérêt financier à les modifier. Là, l'idée de l'État, c'est un peu de piquer cet argent qui a été accumulé, qui a été bien géré par des caisses, qui fait l'objet d'une véritable solidarité parce que les pensions des avocats sont assez équivalentes, alors qu'ils ne cotisent pas forcément, ils cotisent au même taux, mais forcément, c'est pas les mêmes montants. Donc, c'est un système qui est juste, qui est bien géré, comme celui des infirmières. Les infirmières, je crois, sont à plus de 3 milliards d'excédents. Les avocats, c'est 2 milliards. Les caisses, le régime des salariés est en déficit. L'idée, c'est de compenser. Donc, c'est un peu la prime aux mauvais élèves. Les bons élèves vont être sanctionnés, ce qui est lamentable, c'est-à-dire qu'on va augmenter leurs cotisations alors que c'est quand même des populations qui sont assez précaires. Les rémunérations des infirmières en libéral et des avocats ne sont pas aussi mirobolantes qu'on pourrait les imaginer. Ils n'ont aucune protection. Ils sont dans une situation extrêmement précaire. Et voilà. Et c'est pour ça qu'ils manifestent. Et gageons que quand même leur régime autonome va survivre. Parce qu'on ne peut pas tolérer que l'État fasse main basse comme ça sur de l'argent qui a été accumulé en toute légalité. Je partage beaucoup de ce que vous venez de dire, là, pour le coup. Et on ne peut pas être toujours en désaccord. Tant mieux, tant mieux. Et je suis pour, effectivement, qu'il y ait des compensations. Il y en a déjà, d'ailleurs. Le régime général compense des caisses des indépendants, des commerçants. Et il y a des compensations qui sont faites partout. C'est normal. Et l'idée d'avoir un taux commun avec un plafond, parce que c'est quoi? C'est 14,5% du budget qui serait pour la retraite dans 50 ans. Mais s'il y a 1 million de retraités de plus, ou 2 millions, ou 3 millions, ça c'est vraisemblable. Ça va baisser pour tout le monde. Vous voyez que c'est vraisemblable, il y aura plus de retraités. Je suis d'accord avec ça, je vous dis que je suis d'accord. Et donc, le but, effectivement, c'est de faire un hold-up quand ça va plus être les cotisations, quand ça va plus être le système avec un budget séparé. Ça va être dans le budget de l'État. Et ils décideront de la valeur du point. Bien sûr. Et quand ils décideront de la valeur du point, ils baisseront les retraites de tout le monde. Donc, le but est un hold-up. Parce que tout le système de Macron qui consiste à supprimer le budget social et à le mettre dans le budget de l'État, après, on met une tirette, puis on fait couler comme on veut. Bon, par exemple, 2 sous-marins nucléaires ou 100 hôpitaux. À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas le faire puisque c'est préaffecté. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent des cotisations sociales à autre chose que pour ce quoi elles ont été collectées. Quand ça sera dans le budget de l'État, vous pourrez utiliser l'argent comme vous voudrez. Donc vous baisserez la partie de la protection sociale, pour faire la guerre. Là, il a trouvé 3 milliards, je crois, Macron, pour la guerre de l'espace. J'ai pas encore bien compris ce que c'était, mais j'ai vu qu'il avait trouvé 3 milliards. Il trouve 4 ou 5 milliards pour l'ISF. Et puis, quand il veut, il trouve aussi des milliards pour aider les start-up, parce que ça lui plaît bien plus que les retraites. Et donc, quand tout ça, c'est dans le même budget de l'État, hop, on ouvre la tirette et on donne 3 milliards de plus aux start-up et 1 milliard de moins aux retraités. Oui, c'est vrai. Moi, je suis persuadée que la valeur du point ne sera pas garantie, contrairement à ce qu'on nous affirme. Déjà, il y a des études qui ont été menées et qui mettent à défaut le taux de rendement présenté par le haut commissaire aux retraites. Voilà, exactement. Donc lui, il était parti sur 5,5. Alors l'idée, c'était, par exemple, pour 100 euros cotisés. Voilà, 5,5. Et en 100 euros cotisés, 5,5 points. Voilà, exactement. Et l'idée... Non, c'est... Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Et donc l'idée, donc en fait, il y a plusieurs think tanks qui ont mis en évidence que ce serait pas 5,5, que ce serait 4,95. Donc déjà, on est dans les sbroufs, c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait la réforme, qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur des facteurs qui sont quand même importants. Et ensuite, quand on regarde le rapport de Monsieur Delevoye, on voit qu'il y a, la réforme, ce qui est proposé n'est pas honnête. Ça veut dire qu'il montre que les hypothèses positives et on cache sous le tapis toutes les hypothèses négatives. Donc heureusement que là, les centres de recherche indépendants commencent à s'activer un petit peu parce que tout le monde a compris qu'il y avait anguille sous roche. Mais voilà, on peut pas tout camoufler comme ça. Il y en a une négative qui est énorme. C'est que nombre de points, l'ensemble du niveau de la retraite sera calculé maintenant sur 40 ans et non plus sur 25 et non plus comme 10 avant. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, c'est sur les 25 meilleures années dans le privé et sur les 6 derniers mois dans le public. Voilà. Il n'y a pas longtemps, vous savez, c'était 30 annuités sous Robert Buron en 1972. Et il l'a fait passer à 37,5. Ensuite, ils se sont mis, Juppé, Fillon, tout ça, Sarkozy a passé à 40. Bon. Mais la retraite restait calculée sur une période. 25. La meilleure, en fait. Voilà. Et ben là, maintenant, non, ça sera toute la vie. Sur l'ensemble de la carrière. Oui, sur les 40 ans. Ça va forcément baisser. Forcément, vous démarrez un bas salaire, ou vous êtes précaire jusqu'à 28, 29 ans, etc. Et donc, ça va baisser, ça va tirer tout vers le bas. Faut que les gens comprennent. C'est un hold-up géant, c'est la plus grande contre-révolution jamais faite en France contre les salaires et contre les retraites. On fait une pause, on poursuit ce débat juste après. Pour moi, la récession, elle est déjà là, et elle est déjà là depuis probablement le dernier trimestre 2018. Effectivement, il y a quelques indicateurs avancés, l'inversion de la courbe des taux. On l'a déjà eu en 2008, comme vous le mentionnez, mais on l'a eu aussi auparavant. On l'a eu aussi en 2000, avant l'éclatement de la bulle des subprimes. Les bénéfices des entreprises, en termes purement exploitation, reculent. Donc s'ils reculent, a priori, c'est une récession, c'est pas... Si je puis me permettre, quand même, formellement, on n'est pas en récession. Si on prend la définition de l'INSEE, c'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Formellement, nous n'y sommes pas. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que c'est très largement artificiel. Dès lors qu'il y a une récession, en tout cas qu'il y a une inversion des courbes, c'est annonciateur de crise. Ça va ressembler plus à une dépression qu'à une récession. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a validé l'expérimentation thérapeutique du cannabis en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Ma position est très claire. Ça fait très longtemps que je pense que la France est à la traîne en matière de cannabis et en matière de cannabis thérapeutique. Ça concerne quel type de maladie ? C'est d'abord et avant tout les patients atteints de maladies neurologiques avec une douleur importante qui est résistante aux antalgiques classiques. On a affaire à ce qu'on appelle des cannabinoïdes, notamment le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol. C'est le ratio entre les deux qui fait l'intérêt du cannabis thérapeutique. Je crois qu'on oublie qu'en France, on est entouré de pays qui ont pratiquement tous légalisé la partie thérapeutique, sans parler de la festive. Il faut vraiment qu'on se pose, qu'on se fasse ce grand débat, sans préjugés, sans préalable. On continue notre débat sur la réforme des retraites avec Gérard Filoche, l'auteur de Macron ou la casse sociale, qui était paru l'année dernière aux éditions de l'Archipel, et avec Virginie Pradel, qui vient de publier Impômania, l'absurdité française aux éditions de l'Observatoire. L'âge de la retraite, vous y avez fait allusion, vous dites vous êtes pour qu'on revienne à la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, c'est 62 ans. Vous dites d'ailleurs que c'est 63 ans en réalité, Virginie Pradel. Oui, alors je vais juste faire une précision. Oui, parce que en fait, donc l'âge légal est à 62 ans, mais depuis le 1er janvier 2019, on a eu une petite surprise avec la fusion de l'AGIRC et de l'ARCO. C'est l'introduction d'un bonus-malus. Donc ce bonus-malus, qu'est-ce que c'est ? C'est concrètement, si vous voulez partir à 62 ans, vous avez un malus. Si vous partez à 63 ans, vous avez votre retraite à taux plein. Donc ce qui est visé par le bonus-malus, c'est uniquement la retraite complémentaire, je tiens à le préciser. Donc c'est 10% d'amputés, mais sur des pensions qui sont faibles.
ça peut représenter quand même une incitation très forte à continuer de travailler. On vient de passer à 63 ans sans que personne s'en rende compte. Mais en fait, c'est une façon déguisée de repousser l'âge de départ à la retraite, de dire aux personnes, travaillez jusqu'à 64, 65 ans, vous aurez un bonus. Alors le bonus, forcément, c'est que sur une année. Donc voilà, le gouvernement n'assume pas comme les précédents. C'est pas, et on voit qu'il y a tellement de crispation qu'on peut comprendre qu'il n'assume pas. Je pense qu'on se dirige vers un système en fait de bonus-malus qui va être extrêmement désincitatif pour ceux qui veulent partir à l'âge légal, parce que je pense que le gouvernement va tout faire pour ne pas décaler l'âge légal. Oui, mais en fait, Emmanuel Macron a dit que l'important, c'était la durée de cotisation. Oui. Mais la durée de cotisation, après, c'est le niveau de vie que vous avez. C'est-à-dire, si le niveau que vous avez pour vivre est suspendu à cette durée, vous allez continuer. Donc, c'est quand même une incitation. Mon fils, 35 ans, lycée pro, me disait ce midi, j'ai calculé, je vais jusqu'à 67 ans. Si je veux une retraite décente. C'est pas écrit dans l'âge de départ, mais ça sera la réalité. Et alors ça a un premier effet. Et un deuxième effet, moi, je suis pour la réduction du temps de travail de façon générale. Quand on a 6 millions de chômeurs, prolonger les retraités, je sais pas qui imagine une société de ce type. On a 25% de jeunes au chômage. On a, pourquoi on prolonge la durée du travail au lieu de le partager? Il y a des gens qui disent, ouais, jamais le partage du travail. Mais le travail est toujours partagé dans une société. Sauvagement, comme aujourd'hui. Vous avez 6 millions 0 heures, vous avez 6 millions 60 heures. Ça, c'est le partage sauvage. Ou alors, vous dites, je le partage. Donc, moi, je suis pour passer de 35 heures à 32 heures, et un jour, 28 heures, pour qu'on comprenne bien ma logique. Et je suis surtout pas pour rallonger sur la vie, ou additionner des gens qui vont travailler à la place des jeunes. Ça, c'est facile aussi à comprendre. Et qu'est-ce qui se passe en plus quand on les pousse? C'est qu'en plus, ça marche pas. Parce qu'ils sont quand même virés du travail vers 55, 56 ou 57 ans. Oui, ça fait plus de chômeurs. Ça fait plus de moins chômeurs. De retraités, mais plus de chômeurs. On les change de caisse. Au lieu qu'ils aillent dans une caisse de retraite ou de pré-retraite, on les maintient dans la chômeur. Et après, Macron intervient et dit, ah non, progressivité avec déclin de l'indemnité, limitation dans l'indemnisation, et il se met à matraquer les chômeurs. Je sais pas quelle société il veut, cet homme-là. C'est vrai que là, je suis pas totalement en désaccord avec vous. Le problème est beaucoup plus compliqué que. Enfin, la question, c'est pas seulement est-ce qu'il faut travailler plus longtemps. Enfin, ce serait très facile de dire ça. C'est vrai qu'il y a un énorme problème, comme vous avez dit, un énorme problème d'employabilité des seniors. Aussi parce qu'on a un problème de formation. Hein. C'est parce qu'on ne forme pas les seniors aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes de travail. Donc forcément, ils se retrouvent totalement en décalage avec les nouveaux arrivants. Hein. Ça, on a tous des personnes dans notre entourage qui nous ont dit, moi, je travaille avec des gens de 25 ans, je ne suis plus, j'ai pas du tout l'impression d'être dans le système. Et parallèlement, on a aussi un des taux de chômage les plus exorbitants pour les jeunes, comparé aux autres pays, ce qui est affolant. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Bon, après, en matière de cotisation, malheureusement, les gens qui sont au chômage, ne cotisent pas. Donc, en fait, il faudrait... en fait, la question est quand même très compliquée. Moi, je pense qu'il faudrait quand même pousser la majorité des personnes, celles qui le peuvent et qui ne rencontrent pas de difficultés dans leur travail, à travailler plus longtemps. Moi, je le dénonce. Je dis que c'est fait de façon dissimulée, contrairement à d'autres pays qui l'assument, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne où la retraite est à 65, 66, 67 ans, et ça n'a pas suscité de levée de bouclier comme en France. Il y a beaucoup de pays où, de toute façon, les gens sont moins dans une logique émotionnelle comme vous, mais c'est pas forcément une critique. C'est qu'en France, tout est irrationnel, ça veut dire que tout est dans l'émotif, ça veut dire qu'on va vous présenter la personne qui n'arrive plus à bouger à 50 ans. Ça, c'est des cas particuliers, c'est quand même pas tous les Français qui sont au travail. Enfin, moi, je connais des personnes qui travaillent à 68, 69 ans et qui sont on en montre même à 85 ans, si on va là. Oui, non, mais il y a certaines professions, voilà, où... Non, mais on devrait... Les acteurs, par exemple. Oui, voilà, non, mais il y a des gens qui travaillent jusqu'à 65, 66, 67 ans. Mais il faut arrêter de voir la retraite à 62 ans comme une finalité absolue, en faisant fi de toute l'évolution des paramètres. La durée de vie qui s'allonge, c'est pas tenable et ça va poser que des problèmes. Donc moi, j'entends bien votre logique émotionnelle. Moi, je partage les difficultés physiques que rencontrent ces personnes. Moi, je pense qu'on devrait plutôt proposer une évolution du travail au cours de la vie, dire que à partir de 55 ans, il faut peut-être évoluer dans les fonctions. Et puis, on peut tirer profit des seniors. Les seniors peuvent, sont quand même de bons conseils. Ils peuvent... Écoutez, je veux bien. C'est un autre débat. Sans émotion. J'ai fait 30 ans d'inspection du travail. J'ai visité 8, 9, 10 000 entreprises. Bon.
c'est irréalisable ce que vous dites. Déjà, les gens s'accrochent à leur boulot pour pas le perdre. Les entreprises ont besoin de gens polyvalents. Pas de flexibles, hein. Les flexibles, il y en a que 15%, 85% en CDI. Les gens se croient toujours que la flexibilité l'emporte. C'est pas vrai. Le CDI est majoritaire. Parce que les entreprises sérieuses, elles ont besoin de gens fidèles, compétents, accrochés. Et on dit pas comme ça, vous allez changer de métier, vous allez, etc. C'est pour ça que c'est pas de l'émotion, c'est de la raison. Non, pas changer de métier, changer de... Oui, mais c'est de la raison que de regarder les branches, les métiers et les pénibilités, les excès et puis les risques qu'il y a de se retrouver au chômage. Et donc moi je trouve que sur une vie, en gros 37 ans, 37 annuités et pouvoir prendre la retraite vers 60 ans, c'était raisonnable. Aujourd'hui c'est 42 ? On est à 42. Et puis, on n'est même plus sûr, 43, on vient de le dire, et ça sera 44, 45, pour avoir un niveau décent. Donc, quelque part, c'est pas le partage du travail, c'est le contraire. Ça va concentrer le travail sur les mêmes, plus longtemps, dans la semaine et dans la vie. Donc, vous allez avoir automatiquement soit encore plus de précaires, des gens en marge, etc., soit des chômeurs. C'est donc une société à deux vitesses, au lieu d'être une société... C'est pour ça que, après tout, je l'aime bien, votre émotion, parce que moi, j'ai de l'émotion. Non, mais c'est pas une critique, c'est une façon d'appréhender les problèmes. Mais moi, j'ai de l'émotion quand je me dis qu'on va diviser notre société en deux, entre des gens qui seront pas qualifiés et qu'on pourra appeler pour promener le chien, et puis celui qui fera 60 heures, techniquement, qui s'arrêtera quand même à 62 ans et qui aura une très bonne retraite. On peut dire aussi qu'il y aura ceux qui auront des retraites complémentaires, qui vont cotiser à des retraites. Oui, alors allons-y, parce que ça, c'est bien. C'est comme la santé. Moi, je suis en santé pour une seule grande sécu. Je suis contre les complémentaires, les mutuelles, les assurances, les prévoyances. Maintenant, il y a 1100 mutuelles en France. Le coût de gestion des mutuelles, c'est 25%. Le coût de la sécu, c'est 5%. Je suis une grande sécu, une seule côtière. Mais c'est pareil aussi pour les retraites, parce qu'on vous incite. Vous avez dans votre boîte aux lettres, maintenant, vous donnez un prospectus. Vos retraites, vous en aurez pas. Mettez des sous de côté pour en avoir. Moi, je dis aux gens, faites surtout pas ça. Ils vont vous les prendre. Ils les rendront jamais. Vous allez avoir confiance à mettre dans un fonds de pension, je sais pas où, en Alabama, de l'argent, et on va vous forcer à le mettre en Alabama, plutôt que dans votre caisse de retraite, séparée comme nous avons actuellement. C'est une folie. Les salariés américains, par millions, pas par des petites affaires, par millions, ils ont perdu leur retraite à cause des spéculations de cette façon-là. Les fonds de pension, c'est ce qu'il y a de moins sûr, c'est ce qu'il y a de plus incertain, c'est ce qu'il y a de plus volatile. Un jour, vous croyez vous l'avez, le lendemain, vous ne l'avez pas. Tandis que la retraite par répartition, elle a un énorme avantage. Elle ne passe pas par les banques, ni les caisses d'épargne. Ce n'est pas une épargne. Elle vient en direct sur le bulletin de paye par ceux qui travaillent à ceux qui ne peuvent plus. C'est de la solidarité intergénérationnelle. Voilà, mais dans des proportions quand même considérables, 30%, quasiment 30% du salaire. Monsieur, c'est quand même pas négligeable. Attendez, 30% avec tous les avantages. On parle bien, dans les 30%, vous parlez bien des accidents du travail, du logement, de la famille, de la maladie, de la retraite et du chômage. C'est pas trop d'avoir ça mutualisé. Et donc, par contre, si on vous enlève ça, puis qu'on vous dit on va le mettre dans des fonds de pension lointains, vous allez voir ce qu'ils vont vous en faire. Donc, je plaide pour qu'on garde ce budget, pour que ça soit en temps réel. Parce que tout à l'heure, vous avez dit le mot différé, salaire différé. En matière de retraite, c'est en temps réel. Oui. Il n'y a pas besoin de passer... On ne cotise pas vraiment pour sa retraite, en fait, on cotise pour la retraite des autres. C'est important la nuance. Parce que, par exemple, ça permet de répondre à ceux qui nous disent « mais en 2060, on aura un problème de retraite ». Qu'est-ce qu'ils ont, ça? Oui, il va falloir. On peut rien. Bon, et on nous a déjà bourré le mou, excusez-moi l'expression, dans les années 99, on nous a dit il y aura plus de naissance en l'an 2000. Vous vous rappelez pas le rapport Charpin? On a dit aussi qu'il y aurait plus de pétrole. Voilà, mais il y aurait plus de naissance. Alors la Charpin, il prévoyait 350 000 naissances à partir de l'an 2000. Pas de Pau, on a eu 850 000 naissances jusqu'en 2014. D'accord? Donc en fait, la main-d'œuvre ne manque pas. Bon. Alors ensuite, après, aura-t-on trop de retraités en 2060? Ben, ça peut se décider de régler en 2059. Parce que si vous ajustez le taux de cotisation dans notre système actuel, de 0,1, 0,1,5, 0,2, etc., pour faire face à la prestation, c'est-à-dire vous bougez la cotisation pour protéger la prestation. C'est le contraire de Macron et des prédécesseurs. Les prédécesseurs, ils vous baissent la prestation sans toucher à la cotisation. Mais si vous augmentez un peu en 2059,
pour faire face aux retraités qui arrivent en 2060, c'est pas si difficile que ça comme opération. Il faut se rappeler que notre retraite par répartition, basée sur la solidarité intergénérationnelle, ne dépend pas de ce que l'on a cotisé il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, mais c'est simplement ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui ne travaillent plus. Absolument. Voilà. Et je voudrais pousser l'exemple à l'absurde. Si en 2060, il y a une grande pandémie, une grippe espagnole, vous avez beaucoup de gens qui meurent, et donc il y a moins de retraités en 2061, vous baissez légèrement le taux de la cotisation. Ce qui est marrant dans tous les débats sur la retraite depuis 20 ans, c'est que c'est le paramètre dont ni les patrons, ni les financiers, ni les gouvernements ne veulent entendre. Or, pourtant, régulé par la variation de la cotisation, c'est le meilleur choix qu'on peut faire pour devancer les retraites sur les décennies qu'il y a. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie Pradel? C'est vrai que sur le plan comptable, c'est la logique même. Aussi, oui, je pense qu'il faut se méfier des cotisations parce que ça n'arrête pas d'augmenter, comme tous les prélèvements. Ils sont bloqués depuis 30 ans, les cotisations sociales? Comment? Les salaires et les cotisations sociales sont bloqués depuis 30 ans. Et oui. Les cotisations sociales ont quand même un petit peu augmenté, notamment pour les fonctionnaires. Monsieur, pour les fonctionnaires, elle a augmenté. Non. Les cotisations sociales, les points d'indice pour les fonctionnaires sont bloqués et les cotisations sont avec. Et de la même façon pour dans le privé. Quelque chose qui n'est par exemple pas une cotisation, mais que tout le monde perçoit comme une cotisation, la CSG. Oui, c'est une contribution. C'est ni une cotisation ni un impôt. En fait, c'est un impôt social, mais c'est quand même prélevé sur la fiche de paie chaque mois. Je tiens à rappeler qu'elle a quand même été fixée à 1,1% en 1991 et qu'elle est maintenant à 9,2%. Si on ajoute la CRDS, qui est une autre contribution sociale que tout le monde considère, pourquoi elle connaît la CRDS. Oui. Alors, en fait, elle devait disparaître parce qu'elle était censée, purger des dettes, mais maintenant, ils réfléchissent à l'employer autrement. Alors, la CRDS, il faut bien savoir que c'est une contribution exceptionnelle qui est prélevé sur tout le monde, même sur ceux qui sont à RSA, même ceux qui sont au chômage. Donc c'est 0,5% de ce qui vous est versé. Et c'est un impôt sur le revenu déguisé. Elle rembourse un emprunt. On a tout ça, donc ça et les cotisations. Elle rembourse un emprunt à des banques. Donc on peut pas dire que les cotisations et les impôts n'ont pas augmenté. Les cotisations ont quand même augmenté pour les fonctionnaires parce qu'ils payaient moins. Ils payaient moins que les autres. Donc il y a eu un rééquilibrage. Il y a une augmentation chaque année. Mais en tout cas, on ne peut pas viser que le montant des cotisations, que le taux de cotisation. Il faut aussi envisager d'autres paramètres. La durée du travail, je ne comprends pas pourquoi en France, on devrait partir à la retraite 4 ou 5 ans plus tôt que dans les autres pays. Il faut bien vivre, madame. Mais les autres pays, ça serait bien qu'ils fassent comme nous. Les gens ne vivent pas. Plutôt que nous aligner sur le mal. Si vous allez en Allemagne, les gens ne sont pas en train de pleurer. Si vous allez dans les autres pays où ils partent à 65, 66, 67 ans. Parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose, monsieur. Ce départ à la retraite précoce en France se fait au détriment du montant des pensions. Donc en fait, le montant des pensions est encore garanti. D'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années ? Et là, vous n'allez pas me contredire, c'est que vous avez les coups de bambou sociaux et fiscaux chaque année, quasiment, sur les retraités. Un coup, on crée la CASA, donc le troisième impôt sur le revenu pour la CASA, vous savez, qui a été créé il y a quelques années. On va geler les pensions, on ne va pas les réindexer. On va supprimer des niches fiscales pour les retraités, on va augmenter la CSG. Donc, en définitive, Emmanuel Macron ne ment pas. Il dit on va maintenir le montant des pensions, le montant brut, mais le montant net, il diminue, parce que de toute manière, le régime est pas soutenable. Donc forcément, il faut créer des cotisations, des contributions pour la fameuse solidarité intergénérationnelle. Donc en définitive, je pense qu'on est face à une situation très hypocrite. Ça veut dire que ça fait des années qu'on ne peut pas faire de grandes réformes des retraites, même si, encore une fois, je ne suis pas favorable au système très opaque de retraite universelle qui, à mon avis, va léser beaucoup de personnes et notamment tous les libéraux qui sont rattachés à des caisses autonomes. Les professions libérales. Les professions libérales, voilà. Les libéraux en France. Oui, pardon, les professions libérales, donc kiné, avocat, voilà, principalement. Ça va léser beaucoup de personnes. Je pense qu'il faut quand même se diriger vers l'idée qu'il faudra travailler plus longtemps. Donc peut-être autrement. Je ne dis pas qu'il faut rester dans un système figé. Je pense que le chômage est un autre problème. Il faut le résoudre en introduisant plus de flexibilité sur le marché du travail.
je pense que ce serait mieux que ce qui se passe aujourd'hui, à savoir un système de droit social, donc de relations contractuelles très rigides, qui aboutit à quoi? Pas du tout à une amélioration, mais à la multiplication, vous savez, des indépendants, des auto-entrepreneurs qui n'ont absolument aucune protection. C'est un système complètement sauvage où là, on voit que c'est la vraie précarité. Tout le monde nous a dit, les auto-entrepreneurs, c'est génial. Alors, ça a quelques avantages quand vous êtes salarié et que vous voulez lancer une activité complémentaire. Mais les personnes qui ne sont que auto-entrepreneurs, excusez-moi, ne sont pas dans une situation favorable. Vous n'allez pas me contredire. Donc en fait, au lieu de baisser un tout petit peu les avantages des salariés pour qu'il y ait un peu plus de fluidité, un peu moins de protection, mais voilà, plus de travail, parce que le fait d'avoir un régime figé, en fait, bloque les initiatives. En même temps, madame, je vous entends expliquer toute la complexité, je la connais. Que vous connaissez aussi, oui. Oui, je la connais. C'est-à-dire tous les moyens par lesquels on prend de l'argent, soit sur nos salaires, soit sur nos retraites. Pour moi, la retraite, c'est une continuation du salaire, par ailleurs. Et je voudrais que les salaires augmentent. C'est-à-dire que le grand problème... tout le monde le voudrait. Oui, mais non, attendez, je revendique, je manifeste à chaque fois que j'ai l'occasion pour que les salaires augmentent. Parce que en France, le grand problème, il est dans le partage des richesses. J'ai dit tout à l'heure que la France n'avait jamais été aussi riche et les richesses aussi mal redistribuées. C'est-à-dire que tout ce qui est produit en ce moment est pompé par le haut. En France, il y a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux, il y a 100 milliards de fraude fiscale, 58 multinationales blanchissent à peu près 100 milliards au Luxembourg si on prend le rapport LuxLeaks. Je ne parle pas de SwissLeaks, je ne parle pas de ce que Davet et l'homme ont pu trouver du temps de leurs enquêtes. On sait très bien qu'il y a une masse... Macron, il dit il n'y a pas de trésor caché. Si, il y a un énorme trésor caché en France. Et la question, c'est de reprendre une partie de cet argent avec des mécanismes qui... Tous les mécanismes que vous avez décrits, c'est comment ils pompent par le haut. Eux, ils prétendent qu'ils ruissellent. Moi, je voudrais bien qu'ils ruissellent. C'est-à-dire qu'on leur prenne justement ce qu'ils ont en trop dans les dividendes, 51 milliards l'année dernière, ce qu'ils ont en trop dans les surprofits, et toute la façon dont ils gèrent par des placements financiers au lieu d'embaucher ou de créer des emplois. Donc, c'est un problème plus global dans lequel les retraites sont nichées, les salaires. Si on augmentait les salaires aujourd'hui, comme les demandent les Gilets jaunes, et moi je les soutiens depuis le début, on augmenterait le SMIC à 1800 €. Moi, je suis pour 300 € pour tous les salaires. Vous avez solutionné le problème des retraites. Je vous signale. Parce que vous l'avez solutionné, parce que la cotisation arrive. Elle augmente en fonction de l'augmentation des salaires. Bien sûr. Et c'est ce qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est le moyen le plus sûr, c'est d'augmenter les salaires et d'augmenter l'emploi, de partager le travail. Il faudrait qu'il y ait de la croissance. Plus il y aurait de croissance, plus il y aurait d'emplois, plus il y aurait de cotisation. Je me permets de renverser l'argument. C'est si on fait ça qu'il y aura de la croissance. Parce que pour l'instant, ce qui marche pas, c'est une économie figée avec 6 millions de chômeurs. Ce qui marche pas, c'est simplement les achats parce qu'il manque de l'argent pour acheter. Et donc, en vérité, si on fait une relance, au lieu de faire l'austérité actuelle, si on fait ça, les choses reprennent à leur place. Faut changer tout, Macron. Rien n'est bon dans le Macron. Ni dans le salaire, ni dans la retraite, ni dans l'assurance chômage, ni même dans ses objectifs, puisque la dette augmente, puisque la croissance baisse. Il a tout faux, cet homme. Oui, on peut dire que c'est pas forcément un grand succès. Bon, même s'il y a des réformes, il y a quelques réformes, qui doivent être saluées. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur tout ce qui a trait à la fiscalité, notamment. Je pense que, vu le contexte européen actuel, à savoir une Union européenne basée sur une concurrence très agressive, je pense qu'Emmanuel Macron n'avait pas d'autre choix que réduire l'imposition du capital. Écoutez-moi, moi, je pense qu'il y a deux alternatives. Soit on sort de l'Union européenne, on rétablit les frontières fiscales, et dans ce cas-là, vous pouvez taxer le capital, parce qu'il y a un risque de fuite qui sera moins important. Alors après, vous avez le risque que tous les riches habitent ailleurs, ce qui se passe, parce qu'il y a quand même un exil qui existe. Moi, je l'ai vu en étant avocate. On ne peut pas dire que les gens ne s'exilent pas. Il suffit d'aller faire un tour à Bruxelles, à Genève et à Londres pour se rendre compte qu'il y a quand même une masse de Français, et ce n'est pas les plus déshérités. Soit on reste dans le système actuel et on joue le jeu de la concurrence. En fait, il faut savoir, vous voyez, on ne peut pas rester dans un système de concurrence ultra sauvage, ultra agressive, où, rappelons-le, vous allez en Belgique, vous n'avez pas d'ISF, vous n'avez pas de taxation des plus-values. C'est complètement fou. Pourquoi vous voulez qu'une personne reste en France, se faire taxer à 60% sur les dividendes qu'il va percevoir, alors qu'il pourrait partir facilement en Belgique, Bruxelles, c'est à 1 heure de train, se
délocaliser, c'est pas très compliqué. Hein. Vous savez, pour changer sa résidence fiscale, il suffit de rester plus de 6 mois dans l'année à Bruxelles. Madame, justement, pourquoi vous voulez que ces personnes... Non, mais Emmanuel Macron était très pragmatique sur ça. C'est donc soit vous rétablissez les barrières fiscales et vous sortez de l'Union européenne telle qu'elle est conçue aujourd'hui, à savoir comme un grand marché où chacun fait ce qu'il veut et chacun peut établir les règles qu'il veut et pomper la matière imposable des autres, parce que ça, on ne le souligne jamais, mais on a des pays comme le Portugal, par exemple, qui proposent des systèmes où, en gros, ils disent aux retraités français, venez au Portugal, vous ne paierez plus d'impôt sur le revenu. Voilà, c'est quand même ça. La concurrence généralisée. La concurrence. L'Irlande le pratique aussi, le Luxembourg. Oui, mais c'est une concurrence qui, pour moi, n'est pas loyale et qui, en plus, est souvent opaque, même si elle est moins que... vous savez, quand vous avez vu l'affaire... C'est pas loyal, et ceux qui ont du pétrole et ceux qui en ont pas, c'est pas loyal non plus. Quand on n'a pas de pétrole... Mais tout ça pour dire qu'on peut pas... On vend de l'argent. On peut pas dans le système tel qu'il... Alors, je finis juste et je vous laisse. Je vous en prie. Dans le système... excusez-moi, je veux juste préciser bien ma pensée. Dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, à savoir une Europe très concurrentielle, je pense qu'Emmanuel Macron n'avait pas d'autre choix. Et je pense que c'est une bonne réforme que celle de la suppression de l'ISF. Alors, ça peut ne pas paraître juste. Hein, on part sur un autre débat, mais bon. Et justement, je vais dire exactement le contraire. Je connais tellement cet argument. On ne peut pas taxer les riches parce qu'ils vont s'en aller. Mais ils sont déjà partis. Oh non, il en reste beaucoup quand même. Beaucoup sont partis. Puis ils savent bien planquer leur argent, même s'ils sont restés. Donc la question, c'est comment on combat la fraude fiscale. Et là, dans le temps, on disait on ne peut pas savoir où M. Cahuzac a mis son argent. Mais maintenant, on sait, à Hong Kong, dans les îles... Attention, la fraude fiscale, ça n'est pas le fait de s'en aller. On est bien d'accord. Ça veut dire que si on contrôle la fraude fiscale, on sait où est l'argent de tout le monde. Et par conséquent, on peut prendre des mesures touchant tout le monde. Oui, c'est-à-dire tous les citoyens. Comme les Américains, tout citoyen français est redevable devant le fisc. Même s'il a, c'est ce que je suis en train de développer, lentement, mais je le développe. Même s'il habite à Bruxelles, ou même s'il a une résidence aux Bahamas. Mais on aura le droit de rendre son passeport si on n'a pas envie de payer ses impôts aux États-Unis. Oui, quand on est parti depuis 30 ans. Il y a beaucoup d'Américains qui le font. C'est plus délicat. Oui, mais là, alors, ça, justement, c'est un bon exemple. Donc ça s'appliquera au monde entier. C'est-à-dire qu'en vérité, l'État dira, vous ne pouvez pas vous dérober à notre contrôle et à l'impôt. Vous ne pouvez pas. On ne vous laisse pas le faire. Il faudra une gouvernance mondiale dans ces cas-là. Il faudra commencer surtout par pas supprimer 6 000 postes à Bercy, comme ça vient d'être fait. Moi, j'avais dit au moment de l'affaire Cahuzac qu'il fallait engager 2000 inspecteurs des impôts spécialisés dans la finance et 100 hackers, comme dans les films, pour savoir où était l'argent. Et donc, à partir de ce moment-là, vous les faites rentrer ces 100 milliards. Là, c'est une autre solution. Parce que accepter... Alors, 100 milliards, c'est un chiffre qui ne fait pas l'objet d'un consensus. Accepter la logique. Ils s'en vont tous dans le monde, on n'y peut rien. C'est la fin de la République. Je vous arrête parce qu'il nous reste que 2 minutes et demie. Et il y a une dernière question que je voulais vous poser, c'est ça va s'appliquer à qui et quand ? Cette réforme qui, normalement, devrait donner un projet de loi au printemps prochain, limite avant juillet. J'espère jamais. J'espère qu'on va l'empêcher. J'espère qu'on va manifester le 21 septembre prochain. J'espère qu'il y aura une suffisante indignation pour stopper Macron et qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout de tous ces projets néfastes. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est derrière. Il y a 90% des actifs qui sont salariés. C'est que 10% pour les indépendants. Je ne méprise pas les auto-entrepreneurs. C'est quelques dizaines de milliers qui sont réellement. Je ne maîtrise pas les Deliveroo et Uber. C'est quelques dizaines de milliers. On nous parle que de ça. Mais 90% ont un salaire avec un bulletin de paye, un salaire brut, un salaire net, des cotisations retraite qui vont en temps réel. C'est là que ça se joue, bien sûr. Et donc, cette force-là, elle est concernée. Mais on nous dit que ça ne concerne que ceux qui sont nés à partir de 1963. Et qu'il y aura 15 ans de convergence. Il y en a beaucoup qui vont s'y retrouver quand même. Parce que, comment vous dire, le salariat en 1910, c'était 3 millions. Au moment du Front populaire, c'était 6-7 millions. Il est devenu majoritaire en 45. Au moment de mai 68, il y avait 13 millions de salariés. Mais aujourd'hui, on en a 30 millions. Alors, on va pas se laisser faire. Ils vont pas nous reprendre nos acquis quand on est 30 millions, alors qu'on les a obtenus quand on est 3, 6, 9, 10 ou 11 millions. Donc, il faut que les salariés s'unissent. Et là, la vraie question pour savoir la date à laquelle ça s'appliquera, c'est-à-dire jamais, j'espère, et d'autre part pour arrêter Macron, c'est que les 30 millions de salariés comprennent qu'ils ont le même intérêt, là. Ils sont tous attaqués dans leur porte-monnaie. Il faut qu'ils se défendent
tous ensemble. Virginie Pradel, il vous reste 1 minute. Alors, moi j'espère aussi que la réforme ne se fera pas telle qu'elle est envisagée. Hein. Enfin, j'espère qu'on va prendre en considération les personnes lésées, hein, notamment les professions libérales. J'espère sincèrement qu'on va, en revanche, excusez-moi de le dire, supprimer les régimes spéciaux qui sont financés partiellement par le contribuable. Je pense que c'est non mais voilà, sauf ceux qui sont justifiés, sauf ceux qui sont justifiés. Mais pour moi, les personnes qui travaillent à la RATP, les personnes qui travaillent à la RATP, pour moi, enfin, voilà, pourront continuer de travailler, mais j'espère qu'il y aura des réformes paramétriques pour qu'on arrête ce délire français autour des retraites, ce déni autour de la réalité qui est celle du prolongement de la durée de vie. 60 ans, pas 1 euro de moins et pas 1 an de plus. Merci tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.